Alors, vous me ferez signe quand on sera en communication avec l'ambassadeur. Bonjour, je suis là. Bonjour, comment allez-vous? Va bien, merci. Bon, alors écoutez, monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup d'être avec nous. Mon nom est brigadier général à la retraite Richard Giguère, président de l'Institut militaire de Québec et co-organisateur de cette rencontre. Alors, je vais dire quelques mots de votre biographie, très rapide, et ensuite, je vous laisse la parole. On m'a dit que vous aviez du temps jusqu'à autour de 16h30 et que vous étiez disponible dans cette période-là pour prendre des questions. Alors, Oui, est-ce qu'on est, on est correct? on est correct. Tout marche bien avec l'approche. Mais Avec votre voix? soyez bref avec la biographie. Hein. Oui, oui, très, très bref, très, très bref. Faites-vous-en pas, j'ai des problèmes de voix, moi aussi, alors on est dans le même club. Alors, M. Bob Ray est ambassadeur et représentant permanent du Canada auprès des Nations unies à New York. Il a été premier ministre de l'Ontario de 90 à 95, chef par intérim du Parti libéral du Canada de 2011 à 2013 et a été nommé envoyé spécial du Canada au Myanmar en 2017 et envoyé spécial du Canada pour les questions humanitaires et des réfugiés en 2020. La dernière chose que je vous mentionnerai, c'est que M. Ray a enseigné le droit et la politique publique à l'Université de Toronto et dans le cadre du programme Vic One du Collège Victoria. Alors, Monsieur l'ambassadeur, merci encore pour votre disponibilité. La parole est à vous. Merci beaucoup. En général, j'apprécie beaucoup l'opportunité de vous parler tous. Je vais faire mon mieux de parler en français. Mais si des fois j'oublie des mots, naturellement, je suis certain que vous allez bien comprendre ce que j'essaie de dire. Euh, je regrette beaucoup que j'ai pas eu l'opportunité d'écouter tout le monde qui en parlait devant moi. Alors, c'est difficile pour moi de donner un sommaire de quelque chose que j'ai pas entendu moi-même, mais je pense que il y a encore un consensus qui grandit dans l'approche que nous devons prendre comme Canadiens et que j'essaie toujours dans mon travail et mes recommandations au gouvernement du Canada d'être conscient des grands changements qui ont lieu, des grands défis que ces changements posent pour le Canada, pour la sécurité du monde, et que franchement, on est dans une période difficile dans le contexte présent. Nous devons reconnaître que s'il y avait une base pour un certain sens de complaisance, peut-être on peut parler du période après la chute de la mur de Berlin, la fin de la guerre froide. Il y avait une certaine période où on parlait même on parlait de la fin de l'histoire, c'est-à-dire la fin des grands conflits, que les choses allaient se régler facilement. Mais je crois qu'assez rapidement, après 1990 et dans la période après ça, je crois qu'on a vu jusqu'à quel point la vie est devenue plus compliquée même, et plus difficile. Certainement, je pense que l'attaque sur la ville de New York qui a eu lieu il y a 20 ans, c'était un moment où on a dû se rendre compte du fait qu'il n'y avait aucune place pour la complaisance face aux grandes difficultés. Pour le moment, on pensait surtout sur la question de la violence, de la terreur des extrémistes.
Mais franchement, je crois que la situation est beaucoup plus complexe que cela. Et dans les 10 ou 15 ans, depuis une certaine période de temps, nous voyons jusqu'à quel point nous sommes dans une période très difficile. Je crois que la difficulté de la situation a été renforcée par la guerre en Irak, où, à mon avis, les États-Unis et le Royaume-Uni ont fait une grande erreur de penser qu'il y avait une solution facile au problème d'Irak, au problème d'un gouvernement autoritaire et très difficile, le gouvernement de Saddam Hussein. Mais je crois qu'il y avait une illusion assez énorme de penser qu'une réponse militaire en Irak, ça ne causerait pas d'ennui pour personne, il y aurait une résolution facile et rapide, et qu'on a pensé qu'il n'y aurait pas de grandes difficultés parce qu'il n'y avait qu'un pouvoir militaire important, c'est-à-dire les États-Unis et ses partenaires et ses alliés, et il n'y avait pas d'autre raison de craindre la réalité, la difficulté de la situation. Et je crois que nous avons vu depuis la grande attaque sur New York, on a vu la difficulté que nous avons comme pays de pouvoir vraiment répondre effectivement au danger de l'extrémisme, à un esprit d'une violence radicale basée sur une fausse et mauvaise théologie, mais qui cause beaucoup d'ennuis pour beaucoup de pays, et où nous n'avons pas pu répondre effectivement à cette crise. Deuxième point, je dirais que le développement économique, et on doit considérer les questions de l'économie et les questions de la vie sociale dans le même paragraphe, comme nous parlons de difficultés de sécurité, les problèmes de défense, etc. Que c'est une grande erreur de penser que une économie globale qui est déstabilisée n'a pas un impact profond sur ces questions de sécurité. Et peut-être c'est à l'ONU que nous voyons dans tous les débats, dans toutes les discussions, jusqu'à quel point il y a un ressentiment de la part de la majorité de la population globale, un ressentiment envers le manque de croissance, jusqu'à quel point les bénéfices économiques ne sont pas bien partagés dans le monde, le fait que la technologie, les nouvelles technologies ont surtout eu un impact plus positif sur les élites économiques et que ces bénéfices n'ont pas été bien partagés parmi la population en général. Et je crois que c'est très important d'essayer de faire un effort, de mieux comprendre jusqu'à quel point ces inégalités de plus en plus profondes dans le monde ont créé un sens de déstabilisation et un manque de confiance dans les institutions internationales par la majorité de la population. On doit parler aussi d'une période de cascade de crises. On peut réfléchir sur la pandémie, sur l'impact de la pandémie, l'impact encore inégal de notre réponse à la pandémie, jusqu'à quel point il y a des pays qui pensent qu'ils sont dehors du système international, qui n'ont pas été inclus dans les efforts de régler la situation. Et nous voyons maintenant qu'il y a une vingtaine de pays qui sont en crise économique financière. Non seulement des difficultés économiques, mais des difficultés de liquidité. Et nous savons très bien dans nos vies plus personnelles jusqu'à quel point il y a une différence entre n'avoir pas un job, oui, c'est difficile, mais n'avoir pas une maison,
n'avoir pas une place à se mettre dans le monde, ça devient de plus en plus difficile. Nous avons maintenant plus de 100 millions de personnes qui sont déplacées de leur foyer à cause du changement du climat, à cause de la pandémie, à cause des conflits internes dans beaucoup de pays en Afrique et en Asie, et même ailleurs, en Afrique de l'Amérique du Sud, etc., nous voyons jusqu'à quel point ces conflits deviennent de plus en plus sérieux. Alors, on est dans une période, je dirais, d'une manque profonde de consensus de mieux comprendre pourquoi est-ce que nous sommes dans une situation tellement déstabilisée. Et en même temps, nous devons reconnaître qu'il y a des différences d'opinion profondes dans la question de qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et je crois que la crise d'Ukraine, l'agression russe contre l'Ukraine, est devenue pas un moment d'unité dans le monde, mais une période où les différences ont été exagérées. Et je me souviens bien, les gens me posaient la question, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de pays qui n'ont pas voté contre la Russie? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Parce que les gens, d'abord, il y a tout un groupe de pays qui, depuis des années, des décennies, qui ont toujours été très proches à l'Union soviétique et puis en faveur de la politique des Russes. Ça, c'est une réalité. Je ne l'aime pas, mais c'est une réalité. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont été exclus des bénéfices de cette économie globale et qu'ils sont pas au centre des choses et où les ressentiments profonds commencent à grandir. Et je le vois chaque jour à l'ONU. Je le vois dans les débats. On le voit, on l'écoute, on l'entend. Ces sens que les gens dans l'Ouest ne comprennent pas leur situation, que les gens de l'Ouest n'ont pas l'appétit de faire grand-chose pour le monde qui est tellement en difficulté. Et je crois que là, on voit la réponse. On voit un sens non seulement d'indifférence, mais, comme j'ai dit avant, un sens de ressentiment. Et ce ressentiment est très important de comprendre, parce que sans le comprendre, on ne peut pas répondre effectivement à la question, eh bien, quoi faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour répondre à cette situation? Nous devons aussi accepter que, comme j'ai dit avant, et je le répète, que nous avons pensé qu'une réponse énorme, comme on a vu en Irak, comme on a vu en Afghanistan, qu'une telle réponse militaire aurait des résultats concrets rapidement. Et que une réponse surtout militaire pourrait résoudre facilement le problème. Et puis, je crois que nous verrons maintenant que nous voyons que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas que nous sommes en meilleure sécurité à cause du fait qu'il y a une bonne portion de la population de l'Amérique du Nord, par exemple, qui sont dans une condition de grande prospérité. Et qu'est-ce que ça aide? Eh bien, est-ce que ça a créé encore de sécurité? Non. Est-ce que ça a créé encore la paix? Non. Et je pense que nous payons un certain prix pour un sens de complaisance face à ces réactions. Et j'ai vu de votre bilan, bilan de votre programme, j'ai vu que vous discutez en effet dans tous les coins du monde, nous voyons jusqu'à quel point c'est le cas. Et naturellement, je dirais d'accord, je suis complètement d'accord. Ensuite, il y a finalement, je crois qu'une chose très importante de considérer, et ça c'est, on est dans un moment où nous voyons une réponse
différente de la part de la Russie et de la Chine. De temps en temps, on me pose la question, M. Ray, est-ce que vous pensez qu'on est dans une période d'une guerre froide avec la Chine, comme on a été avec l'Union soviétique après la Deuxième Guerre mondiale? Et je dis non, c'est beaucoup plus sérieux. C'est pas l'équivalent, pas du tout. Parce qu'il faut se souvenir, l'Union soviétique ne se présentait jamais comme un concurrent économique. Jamais. Mais avec la Chine, c'est le contraire et la réalité. C'est clair que la Chine, le développement de la Chine, la croissance extraordinaire depuis 1980, avec la révolution de Deng Xiaoping, c'est lui le vrai révolutionnaire, pas Mao Tse-tung. C'est Deng Xiaoping qui a causé effectivement le changement dans la position de la Chine dans le monde. Et c'est lui qui a créé la base pour une croissance économique qu'on n'a jamais vue depuis la révolution industrielle dans le 18e siècle. Jusqu'à quel point la condition du peuple chinois a changé et jusqu'à quel point la Chine est devenue un pouvoir économique énormément important. Et nous pouvons poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre? Mais moi, je dis que c'est différent d'une réponse qu'on a eue à l'Union soviétique. Parce que avec la Chine, on doit considérer la réalité de notre situation. C'est que la Chine est impliquée dans l'économie mondiale, comme jamais on l'a vu avec la Russie, et que les Chinois ont un sens de leur présence et ils ont une stratégie pour leur avenir, une stratégie qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut pas dire ben, c'est pas important, ça ne touche pas, ça n'a rien à faire avec nous. Non, nous sommes impliqués dans ce changement. Alors, quoi faire? Pour moi, à l'ONU, nous parlons du nexus, on parle du nexus entre la sécurité, la paix et le développement. Et pour moi, pour le Canada, c'est la même chose. Nous devons reconnaître que nous avons un intérêt profond dans la création de plus grande sécurité dans le monde. Et en même temps, nous devons reconnaître que la sécurité et le développement, ils vont ensemble. Et quand je parle de développement, je parle surtout de la question de comment est-ce que nous pouvons régir à l'inégalité de notre temps, de notre époque. C'est une période d'inégalité qui est comme cela des années avant la Première Guerre mondiale, où les gens pensaient que le globalisme, ça serait la solution à tout, mais avant, c'est la Première Guerre mondiale qui a dit non. Il y a toujours l'instabilité, il y a toujours des forces d'agression dans le monde, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Compliqué par la pandémie, compliqué par le changement climatique et compliqué par le nombre de conflits qu'il y a à travers le monde. Et nous voyons à Myanmar une source de grande instabilité dans toute la région de cette région d'Asie. Nous voyons dans le conflit entre la Chine, conflit potentiel, mais on doit dire potentiel avec la Chine, avec les Taïwanais, et en même temps, on a le terrible développement qui continue dans la Corée du Nord. Et je crois que le Canada a répondu, a essayé de répondre en disant que nous devons avoir une stratégie pour l'Indo-Pacifique. Oui, je suis d'accord. Effectivement, je dois dire, on doit avoir une stratégie pour le monde et pour la planète. Parce que ce n'est pas seulement une région du planète, c'est toute la situation qui exige une réponse beaucoup plus forte et beaucoup plus sophistiquée dans notre politique étrangère. Et là, je pense que le problème pour n'importe quel gouvernement, c'est de reconnaître que la population ne va pas prendre les décisions nécessaires sans qu'on donne à la population une explication claire du problème
et une explication de qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre. Effectivement, je suis certain qu'une majorité de Canadiens n'étaient pas prêts pour la Première Guerre mondiale. Ils n'ont pas été prêts pour la Deuxième Guerre mondiale. Et franchement, je crois que les gens ne sont pas complètement prêts pour, non pas pour une guerre mondiale, non, je ne suggère pas ça, mais une série de crises à travers le monde qui exigent une réponse coordonnée de la part du Canada, des Canadiens, mais aussi en pleine alliance avec beaucoup d'autres pays qui ont un intérêt similaire que le nôtre. C'est-à-dire que nous croyons dans l'importance de la liberté de la personne, nous croyons avec un sens profond, nous croyons dans la démocratie, mais nous devons continuer de donner à la population un sens plus clair qu'il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien acquis, rien, et pas de garantie que les choses que nous disons que nous voulons avoir pour nous, pour nos enfants et pour l'avenir de notre pays, on ne peut pas dire que c'est garanti. Vous aurez toujours la liberté, vous aurez toujours la sécurité, vous aurez toujours la paix, vous aurez toujours la prospérité. Eh bien, voilà, non, pas du tout. Ce n'est pas garanti. Il faut avoir des politiques systématiques pour faire face à ces problèmes. Et il faut comprendre que les questions de défense, de sécurité, de politique étrangère, de commerce international, de développement international et de l'architecture de la paix, ce ne sont pas des choses qui vont se présenter sans une bonne discussion et sans beaucoup d'investissement. Et franchement, il n'y a pas de choix. Quand j'entends beaucoup de discours politiques, je ne parle pas du Canada particulièrement, je parle dans beaucoup de pays, je crois qu'il y a un certain sens d'irréalité, que les choses vont arriver automatiquement. Il n'y a pas de sacrifice nécessaire. Il n'y a pas de choix nécessaire pour avancer les choses. Et que tout ira bien. Que nous n'avons pas, nous ne devons pas, c'est pas nécessaire pour nous de faire des choix difficiles. Eh ben moi, je peux pas dire ça. Je ne le pense pas. Je pense qu'il faut être absolument réaliste, absolument clair des choix que nous avons comme Canadiens et de reconnaître aussi qu'avec un peu plus pas tellement de sacrifices, pas tellement d'énormes, on ne demande pas de l'héroïsme de la part des Canadiens, on pense seulement, on dit non, il faut que nous fassions notre partage et il faut que nous partageons avec nos alliés et nos autres un sens de nécessité de faire des choses ensemble et de les faire mieux. Eh bien, moi, je regarde la cloche que je vois dans mon bureau et je parlais pour à peu près 20 minutes, je crois que c'est assez. Je propose que nous ayons une période de questions et je serai tout à fait heureux de répondre à vos commentaires. Je félicite l'Université Laval pour cette conférence et comme j'ai dit, je regrette beaucoup que je n'ai pas pu participer plus tôt, mais j'espère que les idées que j'ai présentées vont vous donner peut-être un sens de la direction de mes pensées et de mon approche comme notre représentant à l'ONU. Nous savons, c'était dans la charte de l'ONU, on parle, dans le commencement du document, on parle du fait qu'on sort de la guerre, on sort d'une période très, très difficile pour le monde. Beaucoup de Canadiens ont fait le sacrifice ultime. Et l'esprit de l'ONU à cette période-là, c'était nous voulons sauver les prochaines générations de l'impact de tels conflits. Et on dit en anglais the scourge of war, de sauver les générations à venir. I think we have to think clearly in our own minds about
how we have to live up to the spirit of those generations who sacrificed so much to protect liberty and freedom. And we have to understand that we're not a generation that gets a free pass. No generation gets a free pass. We will do it in our own way, and I hope we can do it with avoiding even deeper conflicts. But the reality is we're not prepared to take some risks and to engage more effectively with the world. The danger is always that things will not get better, but will get worse. And I think we need to have the honesty and the candor to say that and to share those thoughts with our fellow Canadians. Thank you, sir. Merci beaucoup. Alors, on a l'opportunité de poser quelques questions à l'ambassadeur Bob Rae. Alors, ceux qui sont intéressés, celles qui sont intéressées, s'il vous plaît, vous approchez du micro et présentez-vous, s'il vous plaît, et posez votre question. Merci. Merci, Richard. Mon nom est Denis Faubert. Moi, je suis physicien de formation, alors je prétends aucune expertise ou spécialité dans vos domaines. Monsieur Rae, c'est toujours intéressant et instructif de vous écouter parler. Quand j'ai écouté la discussion aujourd'hui, on dirait qu'on suppose ou on voit le monde d'une façon hégémonique, soit l'Occident qui domine le monde ou les Chinois qui essaient de se réimposer. Est-ce que c'est vraiment possible, au point de vue conceptuel, d'avoir un monde multipolaire où il y aurait plusieurs grandes puissances qui se partageraient disons, la puissance au travers le monde, ou si effectivement c'est utopique, il y a toujours un gagnant, mais il y a toujours un perdant? Merci. Bonne question. D'abord, je ne vois pas il y a des gens qui voudraient voir l'hégémonie, mais moi je ne le vois pas. Je vois au contraire, je vois un monde qui est effectivement divisé, où il y a beaucoup de centres de pouvoir et de croissance économique, non seulement la Chine, mais en Asie. Nous verrons, je pense, en Afrique, des pays qui vont se présenter comme des pouvoirs de plus en plus importants. Et je crois que c'est faux de penser que l'Ouest peut imposer ces institutions sur le reste du monde. Je crois que ça ne va pas arriver. L'essentiel, c'est de reconnaître la nécessité de reconnaître que nous avons quelque chose de valeur ajoutée dans le monde. Et je crois que c'est un moment important pour nous de réfléchir sur ce point. Mais je crois que ce qu'on doit chercher dans le monde, c'est un sens d'équilibre, plutôt, même si c'est temporaire. On voit toujours des dynamiques qui peuvent déstabiliser, comme j'ai dit, déstabiliser la situation. Mais on n'est certainement pas dans une période d'hégémonie de l'Ouest, ou des États-Unis ou des autres. Non, pas du tout. Merci. Autre question? Allez-y. Bonjour honorable, et c'est vraiment un grand plaisir de vous écouter cet après-midi. Moi, j'ai juste une petite question. Dans votre intervention, vous en avez fait cas, même si vous n'avez pas développé pour nous proposer une solution. Cette crise de confiance qui existerait entre l'Ouest et le Sud, et on a vu parmi les 200 pays à peu près qui sont sur Terre, et lors du vote à l'ONU, on a constaté qu'une quarantaine condamne l'agression de la Russie, et puis seulement 7 pays qui soutiennent la Russie, et tout le reste des pays-là s'abstiennent. Et moi, comme vous l'avez dit, certainement, ça vient de cette crise de confiance. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour établir cette confiance entre les pays du monde afin que le monde puisse vivre et condamne des agressions comme telles dans l'avenir? Merci. D'abord, on était 140 qui ont voté en faveur de condamner l'agression russe. 140 de 193 membres de l'ONU. Alors, c'est beaucoup. Mais quand même, il y a des grands pays comme la Chine, comme l'Inde, comme
l'Afrique du Sud, d'autres pays qui ont eu qui ne voulaient pas aller si loin que ça. Et pour moi, la question est toujours, il faut retourner à cette question d'inégalité et de comment est-ce qu'on va répondre à la crise de sous-développement dans beaucoup de pays. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui a été posé par les pays, disons, en voie de développement, au moment où ils sont arrivés à l'ONU dans les années 60 et 70. C'est là où le débat a commencé sur cette question du manque de développement, du manque de solidarité nécessaire. Et je crois que nous avons vu ça dans le fait que les différences entre les pays plus riches et les pays plus pauvres, quand on considère la question de l'impact de la pandémie, jusqu'à quel point est-ce qu'on a été effectivement solidaire. Et alors, lorsque vous dites que je n'ai pas posé une solution, je vous donne seulement des directions pour la solution. C'est-à-dire qu'il faut chercher encore des moyens d'établir plus d'égalité, plus de stabilité dans les relations économiques et sociales et comprendre mieux qu'il faut faire un grand effort pour encore encourager les pays de travailler mieux ensemble du point de vue économique et du point de vue social et financier. Je crois que ce sont des choses qu'il faut faire. Il y a des propositions devant le monde. Il y a la proposition qui vient de Mme Motley, qui est le Premier ministre de la Barbados. Elle a parlé d'une intervention qu'elle appelle la pacte de Bridgetown. Et je crois que c'est un exemple de choses qu'il faut faire. Il faut changer les règles pour la Banque mondiale. Et il faut changer des règles pour le Fonds international, l'IMF. Il faut chercher des solutions dans ces institutions pour assurer que les gens auront une place à la table. Et il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'on va avancer les choses. Merci beaucoup. Nous avons une question en ligne. Parfait. Question de Éric Tanguy. Considérant les échecs successifs du Canada d'avoir un siège au Conseil de sécurité, quel est le futur de l'influence canadienne à l'échelle internationale? Ben, personnellement, je n'attache pas beaucoup d'importance à le fait que nous n'avons pas été élus au Conseil de sécurité, pour beaucoup de raisons. Parce que je crois que ça ne reflète pas vraiment la réalité de la situation canadienne. À mon avis et dans mon expérience, nous avons beaucoup d'influence où nous décidons que c'est ça que nous voulons faire et où nous exprimons d'une façon claire dans nos politiques. Nous sommes un des pays le plus important à l'ONU pour la simple raison que nous finançons, comme Canadiens, le travail de l'ONU. On est dans les premières dizaines de pays, le premier groupe de pays qui sont les plus effectifs dans le monde et efficaces dans nos efforts. Mais nous devons comprendre une autre chose, c'est que l'influence du Canada est impactée naturellement par des changements économiques à travers le monde. Au moment où le Canada était membre du G7, les Chinois souffraient de l'influence de Mao Tse-tung et ils étaient en pleine pauvreté avec la population chinoise souffrait. Et dans les années 70, on n'a jamais pensé que c'était la Chine qui deviendrait le pouvoir le plus important économique dans le monde. Ils ne sont pas encore là, mais ils seront éventuellement, ils seront peut-être le pays le plus important économiquement. Mais il y a beaucoup d'autres pays qui seront là aussi.
Et le Canada ne peut pas espérer que nous pouvons arrêter le monde, que nous pouvons arrêter la prospérité économique pour les autres et que nous allons toujours garantir notre influence. Notre influence dépend de notre volonté de participer effectivement dans les questions de sécurité, dans les questions de paix, dans les questions de développement. Et c'est ce que j'essaie de faire ici de notre plateforme à l'ONU, mais il y a beaucoup d'autres endroits, beaucoup d'autres décisions qui doivent être faites pour garantir que nous serons là. C'est ce que nous devons faire. Merci beaucoup. Oui. Venez, puis vous serez second. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur, capitaine Jacob Simard. Dans un contexte où les capacités militaires là, des États occidentaux sont quand même relativement limitées pour même s'adapter à la compétition avec des autres acteurs, exemple l'Ukraine, on voit que les stocks, exemple de munitions et ainsi de suite, étaient insuffisants. Puis que le focus reste plus d'être la compétition entre des acteurs, justement, la Russie ou la Chine. Comment est-ce que vous voyez le rôle des États occidentaux pour s'attaquer justement aux problèmes sécuritaires dans l'hémisphère sud, dans un contexte justement où les capacités militaires pourraient être limitées là, pour atteindre ces objectifs-là? Et comme j'ai dit avant, je crois qu'il y avait un certain degré de certaines illusions qu'on a eues. L'illusion à dire que non, on n'a plus besoin de forces militaires, on n'a plus besoin de ce qu'on appelle en anglais, on dit le hard power. On a dit non, mais hard power, c'est pas important, c'est le soft power qui est important. Mais la réalité de la situation, c'est que les deux choses vont ensemble. Le pouvoir dur, le hard power, is necessary, but it's not sufficient. Soft power is necessary, but it's not sufficient. You need both. And you need to be able to exercise both to be effective. Et je crois qu'il faut reconnaître que, et je crois que le gouvernement est en train de le faire, à mon avis, je le vois des signes partout où le gouvernement est beaucoup plus actif en ce qui concerne les questions de défense. Mais je crois que nous devons reconnaître que ce n'est pas seulement une intervention militaire qui va réussir. Et nous l'avons vu ça en Irak et en Afghanistan. Deux grandes défaites, effectivement, et la Syrie, la troisième. Qu'est-ce que vous voulez faire? On peut pas dire que c'est pas une défaite, c'est une défaite. C'était une défaite en Irak, une défaite en Afghanistan et une défaite en Syrie. Et nous devons trouver des solutions nous devons apprendre quelque chose de ces difficultés. Et apprendre des choses, c'est pas toujours facile. À mon avis, elle a quitté l'Afghanistan trop tôt. C'est mon opinion personnelle. Et on n'aurait dû jamais intervenir en Irak. Peut-être on aurait dû intervenir plus efficacement en Syrie. S'il y a une ligne rouge, eh ben, il faut tenir à la ligne rouge. Il faut reconnaître le problème. Mais nous devons comprendre en même temps que l'influence du Canada ne sera pas seulement une influence militaire. On doit être efficace, on doit être présent, on doit reconnaître l'importance des nouvelles technologies. Ce sont des investissements qui sont pas faciles, mais je ne vois pas que nous avons un choix. Et je crois que les Allemands sont en train de le reconnaître et d'autres pays qui tirent des mêmes leçons et nous devons les tirer. Merci. On va y aller peut-être pour une dernière question. Thank you, Mr. Ambassador, for your time. My name is Master Corporal Leboeuf. I'm a service member as well as a master's student here at Laval University. My question is specifically geared towards the United Nations and the work you do there. We've had guest speakers today disagree on whether we could consider the work done by the UN a failure or a success. Some debate that it has failed its initial mandate in regards to democracy and conflicts. Others say that, well, it's not perfect, but it's what we got and we have to work with it. My question for you is the very idea of a multipolar world, admission of defeat for the liberal world order, is it time that we as
Western democracies remove our rose-tinted glasses and see that the institutions that we relied on have failed at the mission they initially had for us. Thank you. I'd be careful, Corporal LeBeouf. I'd be careful about the rhetoric getting a little bit out of hand. I mean, we drew some conclusions at the end of the Second World War, and we built a number of institutions which have to continue to be improved and changed. We didn't. These are not monuments that are built in abstract and just stay there. You say this is a great monument. Every monument, every house we have has to be renovated, has to be improved, has to be taken care of, has to be reformed, changed. That's the way of life. That's the way of the world. We made a decision in 1949 that we could not rely on the United Nations as it was structured to provide our countries with the security that we felt we needed in the face of Soviet aggression. And that's why we created NATO. Was that a vote of non-confidence in the UN? No. In fact, the creation of regional organizations was anticipated by the Charter. It was not a surprise. So, I mean, the form that multilateralism takes is going to be complex. It's not going to be one institution. The United Nations has never been our only basis for international engagement or for creating a multilateral order. There's lots of other ways in which we have responded. The G7, the G20. I mean, economically, look, socially. I mean, we've done it in a whole variety of ways. I think the UN is still an important part of the global structure and the global architecture. And I would argue on defense policy, and I've made these arguments, I will continue to make these arguments. Looking at our collective security, we cannot afford to ignore UN and UN peacekeeping, even though UN peacekeeping and the debate will be starting this spring at the United Nations on the future of UN peacekeeping and the future of our peace architecture. But we as a country, Canada as a country, should not be ignoring what interventions the UN can make and can be more effective in making. I think that would be a terrible mistake in our defense policy if we were to take that kind of a decision. All of these institutions have their uses and have their advantages as well as their disadvantages. And so we need to be very consistent in understanding that when I say we have always relied on institutions in addition to the United Nations, we've never relied exclusively on the United Nations, which are true statements. Nor should we say that, well, the UN didn't work in such and such a conflict, so we're never going to go back there. And you sort of say, really? I mean, so what did work exactly? And how effective was that? And look at the various interventions that have been made and ask yourself the question, was that the right one? I think after 20 years, now the 20th anniversary right now, where a lot of countries are looking back on the Iraq War. And I say without hesitation, Mr. Chrétien's decision not to commit Canada to full participation of troops in invading Iraq was the right decision. And the decision of those countries that made it to go the other route, I think, was mistaken. That's a difference of opinion. We're allowed to have it. And I think the position the Canadian government took was the right one. And it didn't mean that we didn't have confidence in the United States or that we didn't have confidence in the United Kingdom. We just had a difference of opinion as to what would happen and what would be the most effective way for us to try to deal with the situation in Iraq. But the intervention was made on the basis of completely false analysis that Saddam Hussein had weapons of mass destruction when he didn't have them. And who told us that there was no evidence of them? The United Nations. And I think Mr. Chrétien's instincts were right. He says, until the UN tells me that we have evidence of weapons of mass destruction, we're not going there. And he was right. Alors, merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, je suis personnellement un vétéran de 2 missions en Afghanistan et je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'il n'y a pas de solution militaire à ce genre de
de conflit-là, définitivement. Lors de notre passage là-bas, on était, je crois, sur une belle piste. Vous vous souvenez qu'on mettait en application l'approche pan-gouvernementale, hein, Whole of Government Approach, Voilà. avec les 3 lignes, sécurité, gouvernance, développement. L'enjeu que moi je trouvais à l'époque, c'est qu'il y avait 3000 personnes pour s'occuper de la ligne sécurité, mais il y avait 150 personnes pour s'occuper des 2 autres lignes. Et vous vous souvenez peut-être Condoleezza Rice à l'époque qui disait « I need diplomats with combat boots ». Vous vous souvenez de cette époque-là? Alors, c'est peut-être une piste de solution parce que définitivement que je crois que les militaires, tout ce qu'on peut créer, c'est ce qu'on appelle la paix négative. Hein? Tout faire pour que les canons se taisent. Mais pour reconstruire une paix durable, ça prend plus que des militaires pour y arriver. Et justement, avec les élèves que nous avons à l'école ici, à l'université, c'est le genre de débat que nous avons pour essayer de justement trouver des pistes de solutions à comment on peut arriver à construire une paix durable. Alors, un grand merci pour votre temps. Un grand merci pour vos réponses claires, nettes et précises. Et au nom des participants et participantes de la rencontre Université Défense numéro 14 cette année, tous nos remerciements et nos félicitations. Merci bien. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Alors, on est déjà rendu à la conclusion de cette journée et nous avons invité M. Philippe Bourbeau, qui est le directeur de l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval, pour nous faire quelques remarques en guise de conclusion. Philippe, à vous la parole. Excellent, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Ah, quelle belle conférence, encore une fois. Une 14e édition, séparée, dans un contexte universitaire, à la limite de défense également. D'avoir une 14e édition, en soi, c'est le gage de l'excellence. D'être capable de le faire pendant 14 fois. Il y a à la fois une excellente organisation et elle répond à un besoin. Et c'est ça, moi, je trouve extraordinairement fantastique avec l'UNIDEF. Il y a un besoin et ça répond en tout point, de part et d'autre, hein, du monde académique et du monde de la défense, en tout point, à un immense besoin de connexion, de dialogue et de discussion. Et ça vaut de l'or. Je suis directeur de l'École supérieure d'études internationales. Qu'est-ce que l'École supérieure d'études internationales? C'est une école qu'on veut multidisciplinaire. On rassemble 6 facultés. On a environ 250 étudiants dans nos programmes de maîtrise et de doctorat. Et on travaille à l'international. Notre valeur ajoutée, ce qui nous distingue, tant sur le campus de l'Université Laval que dans le monde universitaire francophone mondial, ce qui nous distingue, c'est qu'on est une valeur ajoutée au travail que font les différentes disciplines. Et nous, on est profondément convaincus que la pandémie l'a prouvé hors de tout doute. Nous avons besoin des politologues pour comprendre comment une décision est prise. Nous avons également besoin des juristes pour comprendre les limites de ces décisions-là. Nous avons besoin des économistes pour comprendre l'aspect économique de ces décisions, tout autant du marketing, du management, d'histoire, sociologie et d'autres disciplines. Nous, on rassemble tout ça et on amène une valeur ajoutée, tant dans la recherche que dans la formation et la pédagogie. Vous avez devant vous Richard Giguère qui assure le cours sur la sécurité internationale. Et ce cours-là, il est monté exactement comme on veut que les cours de l'école soient montés. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un même thème, sécurité internationale, il y a plusieurs approches, plusieurs perspectives qui sont offertes. Si bien qu'à la fin du corpus de séminaire, les étudiants et étudiantes ont un tour d'horizon. Ils deviennent des généralistes
d'une spécialisation internationale. Et ça fonctionne, parce qu'on a un taux de placement de 92 % à travers les années. Ça, c'est pas rien dans le cadre actuel. Et on est aussi fiers parce que l'école supérieure, nous semble-t-il, répond à un besoin criant, qui est d'engager des discussions, des dialogues et des échanges avec plusieurs partenaires. Et l'UNIDEF, pour nous, c'est l'occasion en or d'assurer, maintenir, consolider, développer un partenariat, une discussion avec l'univers de la défense. Et c'est bien placé, Québec, parce que ça répond en tout point à la fois à une distance géographique, mais également à un besoin dans l'univers académique. Et en ce sens, il me fait grand plaisir de vous adresser ces quelques mots. Vous avez eu une longue journée. Il y a une surcharge cognitive, j'en suis certain. Et je ne veux pas m'attarder plus longtemps que prévu. Je ne veux pas non plus saisir trop d'occasions, mais vous envoyez les messages suivants. Deux messages. L'école supérieure existe parce que 6 facultés sur le campus l'appuient, parce que la direction de l'Université Laval l'appuie, parce que nos professeurs, nous avons 70 profs associés, appuient l'école, maintiennent l'école à bout de bras, parce qu'on a 250 étudiants qui ont à cœur le succès de l'école, tant de leur perspective d'académique et de formation pédagogique que le succès de l'école. On a un réseau de diplômés qui la maintiennent en vie. On a une équipe administrative hors pair. Si ça s'est bien déroulé aujourd'hui, c'est grâce à eux, en grande partie. Et je les salue et les remercie aujourd'hui. Et on a, dernier point, et non le moindre, un excellent, sinon le meilleur, programme de diplomates et experts en résidence. On veut tellement offrir une occasion en or et particulière et unique à nos étudiants d'avoir une formation hors pair qu'on est allé, certes, du côté de la tridisciplinarité dans nos enseignements, la même chose en recherche, mais on est allé également sélectionner des gens qui veulent offrir un mentorat et qui ont travaillé dans ce qu'on appelle, parfois un peu bizarrement, le vrai monde. L'académie, c'est bien l'université. J'en suis un prof, c'est merveilleux, j'adore ce que je fais. Mais de lire des articles et d'écrire des articles, parfois, ça limite ou ça ne suffit pas. Et d'avoir d'excellents diplomates et experts en résidence à l'école supérieure permet à nos étudiants, mais aussi à des chercheurs plus seniors que des étudiants, disons-le comme ça, ou que ça fait des décennies qu'ils n'ont pas étudié, une approche extrêmement intéressante et non moins valide, extrêmement utile. Et en mon nom aujourd'hui, je me permets de les remercier chaleureusement de participer à la formation des étudiants et d'agrémenter et d'ajouter une valeur, je dirais, réelle à la formation qu'on essaie, nous, les universitaires, à offrir à nos étudiants. Je suis certain que les étudiants acceptent avec beaucoup d'enthousiasme leur présence. Alors, je remercie évidemment Richard Giguère, expert en résidence depuis de nombreuses années. Il fait un travail fantastique. On oublie souvent de le souligner. Et on a d'autres diplomates en résidence qui sont peut-être autour de vous. Vous avez vu François Lafont, il y a Pierre Guimond, il y a Robert Keating, il y a Louise Blais, et il y en a d'autres. Et eux forment réellement ce qu'on espère de vous, au final, les étudiants de l'école et peut-être aussi le monde de la défense, de revenir vers nous une fois que vous êtes dans le marché du travail. Revenez nous voir, revenez vous impliquer. L'école supérieure est en immense développement. Nous allons embaucher des professeurs dans les prochaines années. On est vraiment en pleine ébullition. Prenez le temps de revenir nous voir. Et en ces mots, je vous remercie de votre attention et je cède la parole à mon très bon ami Richard. Merci beaucoup. Alors, merci Philippe pour ces bons mots. Alors, on est à la fin. Il ne me reste qu'à vous remercier de votre présence, de votre intérêt. Évidemment, vous vous souvenez de mes propos ce matin, que
j'espérais que cette rencontre-là allait nous donner à tous et à toutes l'opportunité de réfléchir sur de grands sujets de l'heure, méditer sur ces grands sujets-là pour qu'on ait une opinion la plus professionnelle possible quand de temps en temps on a à discuter ces enjeux-là. Alors, vous savez bien évidemment que aussitôt qu'on quitte une rencontre UNIDEF, ben on commence à planifier la prochaine. Et tout ça pour vous dire que c'est pas le fruit d'une génération spontanée, là, une journée comme ça. Et il y a eu énormément de travail qui a été fait par une belle équipe que j'aimerais personnellement remercier. Frédéric Côté, je ne sais pas ce qui est, Fred est là, qui était, pour employer un bon terme, le coordonnateur logistique, le chief of staff de l'organisation. Tu as fait un excellent travail, Fred, un grand, grand merci. Et il a été très habilement appuyé par Janie. Est-ce que Janie est là? Catherine, qui est notre officier des affaires publiques. Merci beaucoup. Sarah, merci beaucoup pour ton aide. Et on avait des étudiants. Vous avez vu d'ailleurs cette année qu'on a mis en évidence un peu plus d'étudiants puis d'étudiantes. Puis moi, j'ai tellement apprécié ce que vous avez fait comme modérateur, modératrice. C'est extrêmement encourageant de vous voir là. Alors, et on avait aussi Justine qui est là-bas et Siméon qui nous ont aidés. Dans l'organisation de cette journée. Alors, écoutez, je pense que tout le monde en avait hâte d'enlever nos pneus d'hiver, là, mais faites attention sur la route. Là. De toute façon, moi, je viens du Saguenay, puis nos pneus d'hiver, on les enlève 2 semaines au mois d'août, c'est tout, fait que je suis habitué. Mais pour les autres, soyez bien prudents pour le retour. Un grand merci. Passez la bonne nouvelle là, pour l'Institut militaire. Et on a bien hâte de vous revoir à l'édition numéro 15 de la prochaine année. Au plaisir. Merci beaucoup.